Un corps en décomposition, actuellement non identifié, a été retrouvé dans une voiture à Los Angeles. Et à qui cette voiture était-elle enregistrée? À un chanteur célèbre. Nous recevons le détective Eric Barnes pour analyser les possibles suites de cette enquête et les points à surveiller. Bienvenue dans Sidebar par Law & Crime, je suis Jesse Weber. D'accord, avez-vous entendu parler de David? Il l'écrit D4 VD, ce chanteur de 20 ans connu pour Runaway, Life's a Dream, Here With Me, Feel It, Romantic Homicide. Vous allez sur sa chaîne YouTube. Il a plus de 2 millions d'abonnés, il compte plus de 3,5 millions d'abonnés sur TikTok, 2 millions sur Instagram et des milliards d'écoutes sur Spotify. Actuellement, en tournée mondiale Withered, apparemment un corps décomposé vient d'être retrouvé dans une Tesla immatriculée à son nom à Los Angeles. Oui, retrouvé dans une fourrière, pour être plus précis. C'est arrivé lundi. Oui, ce n'est pas non plus le genre de gros titre que j'imaginais pour cette semaine. Selon la police, les autorités ont été appelées à la fourrière Hollywood Tow. Les employés de la fourrière ont été appelés en raison d'une forte odeur provenant d'un véhicule. Donc la police de Los Angeles est intervenue peu avant 12h30. Ils ont ouvert le coffre avant et ont trouvé ce corps enveloppé dans un sac. Selon NBC, les forces de l'ordre ont indiqué que ces restes humains n'étaient là pas intacts et qu'il n'y a pas encore eu d'identification formelle. La décomposition de la victime pose ici un problème majeur. En fait, KTLA avait précédemment rapporté que le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles était arrivé sur les lieux et n'avait même pas pu déterminer le sexe de cette personne. Cependant, il y a eu une mise à jour. Selon TMZ, juste hier soir, le bureau a indiqué que la victime était de sexe féminin, mesurait environ 1,55 mètres et pesait 32 kilos. Cette personne a les cheveux noirs et ondulés et elle aurait apparemment un tatouage sur l'index droit où il est écrit « Chute ». Apparemment, elle portait un haut tube, des leggings noirs, une boucle d'oreille en métal et un bracelet en chaîne métallique en forme de W. Cependant, selon TMZ pour être plus précis, il n'y a aucune conclusion définitive concernant l'âge, le sexe ou la cause du décès. Mais les autorités traitent cela comme une enquête sur un décès. Un porte-parole du chanteur, dont le vrai nom d'ailleurs est David Anthony Burke, a déclaré dans un communiqué à NBC News qu'il, je cite, a été informé de ce qui s'est passé. Et bien qu'il soit toujours en tournée, il coopère pleinement avec les autorités. Nous allons aborder les conséquences juridiques potentielles, mais il semble que le chanteur subisse déjà des répercussions économiques. Peut-être, peut-être pas. Selon certains, son concert d'hier soir était complet. Il y avait beaucoup de monde à Minneapolis. Mais TMZ a indiqué que la marque Hollister ne le met plus en avant sur son site où il avait déjà posé pour divers articles. Donc non, il a apparemment été retiré suite à cette nouvelle. Je souhaite maintenant inviter le détective Eric Barnes pour comprendre la situation. Merci d'être avec nous, détective. Donc tout d'abord, rien n'indique que David a été amené ou qu'il a dû annuler sa tournée. Est-ce que cela vous indique qu'à ce stade, les enquêteurs ne pensent pas vraiment qu'il soit impliqué dans cette affaire de cadavre? Eh bien, vous savez, Jesse, chaque fois qu'il y a une enquête sur un décès, les détectives de l'homicide vont la traiter comme s'il s'agissait d'un meurtre. Ainsi, vous pouvez souvent limiter l'enquête et traiter toutes vos preuves comme s'il y avait eu crime. Et je pense que dans cette affaire en particulier, l'un des aspects intrigants est le fait qu'il y a très peu d'informations connues. Donc, en tant que détective, vous devez vous assurer que tout est en ordre avant de commencer à agir et à élaborer des stratégies. Mais je veux dire, ils ne l'ont pas convoqué, n'est-ce pas? Il est en tournée. Il est en tournée et il vient juste de se produire, je crois, au Fillmore hier soir à Minneapolis. Il était à Chicago ce week-end et fait halte à Kansas City aujourd'hui. En fait, d'ailleurs, sa dernière date aux États-Unis est prévue à Los Angeles le 20 septembre. Il prévoit aussi des dates en Europe, au Royaume-Uni et en Irlande. Le laisseront-ils partir ou attendent-ils son retour à Los Angeles? Si c'était assez urgent, je veux dire, n'y aurait-il pas une sorte d'action? Je pense que à ce stade de l'enquête, la priorité sera clairement d'identifier le défunt. Une fois que vous avez une identification positive de cette personne, alors vous pouvez commencer à déterminer ce qui a pu lui arriver. Je pense que globalement, il faut garder un œil sur le propriétaire enregistré du véhicule. Vous savez qui
vous savez qui il est. Oui, vous savez, bah, il est en tournée. Et je pense que la première chose à vérifier, c'est probablement qu'ils ont été en contact avec lui et son équipe par téléphone, juste pour savoir quel a été son emploi du temps ces derniers jours et surtout qu'il avait la possession de son véhicule. Maintenant, nous allons certainement vouloir suivre cette histoire de près. Alors, laissez-moi remercier rapidement notre sponsor Morgan & Morgan pour avoir rendu cela possible. C'est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures aux États-Unis. Avec plus de 1000 avocats, leur succès vient de leurs nombreuses victoires. Ils ont récupéré plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Réfléchissez à cela. Récemment, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars malgré une offre de 350 000 dollars de l'assurance. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions de dollars, soit 40 fois l'offre initiale de 650 000 dollars de l'assureur. Un autre client en Pennsylvanie a reçu 29 millions de dollars après qu'on ne lui ait proposé que 500 000 dollars. Même si vous pensez que votre dossier ne vaut pas des millions, pourquoi ne pas déposer une réclamation et défendre vos droits? Morgan & Morgan, ils rendent ça tellement simple, vous pouvez déposer une réclamation depuis votre téléphone en seulement 8 clics. Donc, si vous êtes blessé, vous pouvez facilement déposer une réclamation sur forcepeople.com/lc sidebar en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le code QR à l'écran. Donc, cette Tesla 2023 a des plaques d'immatriculation du Texas, elle est enregistrée à son nom. Elle a été mise en fourrière après qu'on l'a signalée abandonnée dans les collines d'Hollywood. Rolling Stone rapporte que cela s'est passé dans le quartier huppé de Bird Street. Le capitaine Robert Peters du Los Angeles Police Department a déclaré « Nous avons été informés ce matin et la voiture est ici depuis plusieurs jours. Selon les rapports, cela pourrait durer jusqu'à 5 jours. » Si c'est vrai, qu'est-ce que cela vous dit? Je veux dire, comment quelqu'un peut-il se débarrasser d'un corps dans cette zone, attendre que la voiture soit mise en fourrière? Je veux dire, cela soulève toute une série de questions, non? Est-ce qu'il voulait que la voiture soit mise en fourrière? C'est comme si je n'étais fait que de questions, mais l'idée que le corps soit retrouvé dans cette voiture, qui se trouvait dans ce quartier huppé de Los Angeles, c'est tellement étrange. Oui, c'est sûr que ça l'est. Et tu sais, immédiatement, tu dois analyser ce qui s'est passé dans ce véhicule. Tu fais une série de tests physiques pour tenter de recueillir toute preuve acide désoxyribonucléique possible afin de vérifier d'éventuels signes de jeu déloyal. Mais tu dois aussi garder à l'esprit que la voiture peut simplement être un lieu secondaire, qu'il y a peut-être un incident qui a mené au véhicule. Un véhicule étant mobile, il est difficile de retrouver où l'incident a commencé. Comment procède-t-il avec la voiture? Que cherche-t-il? Des empreintes? De l'acide désoxyribonucléique? La chronologie? Que font-ils? Cette voiture est actuellement la pièce à conviction la plus importante qu'il possède. Vous allez prendre votre temps avant de faire quoi que ce soit d'autre. Vous allez essentiellement tout arrêter brutalement et avancer à un rythme d'escargot en cherchant des empreintes digitales, du sang ou tout type d'acide désoxyribonucléique qui pourrait rester, que ce soit des cheveux, des follicules, peut-être des ongles, ce genre de choses. N'importe quoi qui pourrait vous donner une idée qu'il y a eu une lutte ou si quelqu'un a laissé quelque chose derrière lui par inadvertance. Est-ce qu'ils sont en train de regarder les images de surveillance en ce moment pour voir où se trouvait la voiture? Comment suivent-ils la voiture? En sont-ils capables ainsi? Je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur une affaire impliquant une Tesla. Mais d'après ce que je sais sur les Tesla, ce sont probablement les véhicules les plus faciles à exploiter pour les enquêteurs. Elle stocke beaucoup de données. Cette voiture est aussi un ordinateur qu'un véhicule. Beaucoup d'informations seront stockées sur la carte mémoire de cette voiture. Des caméras Tesla ont aussi aidé des enquêteurs à résoudre des homicides dans le pays. Donc, il sera très intéressant de voir ce qu'ils pourront obtenir de ce véhicule, oui, Guy, pour une enquête classique. À ce stade, les détectives vont de porte en porte et de rue en rue, cherchant des caméras de sonnette connectées ou des commerces ayant des vidéos pour savoir ce qu'il s'est passé avec cette voiture avant la découverte du corps. Et je parlerai davantage du corps dans une minute. Je veux juste me concentrer sur cette voiture pendant un instant. Donc, pourquoi théoriquement abandonner la voiture et ne pas s'en débarrasser? Pourquoi la laisser là pour qu'elle soit potentiellement remorquée? Est-ce un problème de timing? Y avait-il un conflit? Peut-être que c'est difficile à faire. Je réfléchis à ce qu'il faudrait pour que quelqu'un dépose un corps dans le coffre d'une voiture qui aurait les moyens et l'opportunité de le faire. Mais ensuite, je me demande aussi pourquoi la laisser là pour qu'elle soit potentiellement mise en fourrière et traitée.
Avec les informations dont on dispose actuellement, qui sont très limitées à ce stade, le siège qu'ils ont trouvé à l'intérieur de ce véhicule semblait appartenir à une personne de très petite taille. 70 livres, ce n'est pas très lourd. Aussi, on envisage la possibilité qu'une seule personne ait pu déplacer le corps et le placer dans le coffre. Et il y avait aussi l'aspect du sac plastique. Vous savez, si vous voyez quelqu'un porter un sac poubelle au milieu de la nuit, ça ne va pas vraiment attirer l'attention. Et je pense que, vous savez, c'est l'une de ces choses qui arrivent souvent quand les crimes sont commis sur un coup de tête. Et donc, vous n'avez pas le temps de tout planifier du point de vue criminel. Quand tout part en vrille, tout part en vrille. Et à ce moment-là, vous êtes un peu obligé de trouver la meilleure stratégie possible. Et parfois, cette meilleure stratégie possible vous laisse dans un moment où vous ne savez pas quoi faire à ce stade. Je pense que c'est ce qui est arrivé avec ce véhicule. En réfléchissant à quoi en faire, le mieux serait peut-être de simplement le laisser dans le coffre de cette voiture. Oui, et nous essayons toujours de comprendre ce qui se passe ici. Il faut saluer ces ouvriers qui ont ressenti quelque chose. Je n'aime pas demander ça, mais c'est important. L'odeur d'un cadavre est-elle particulière? Oui, c'est le cas. Une fois que vous l'avez senti une fois, vous savez exactement ce que c'est la prochaine fois que vous la sentez. Et je ne dis pas qu'ils savaient forcément ce que c'était, mais ils ont senti quelque chose et ont pensé qu'il y avait un problème ici. Allons parler de cette victime. Au fait, avant qu'on parle de la victime, si la voiture était dans cet état de décomposition pendant 5 jours, ça donne aussi une chronologie, non? Je veux dire, ça peut donner des informations sur la chronologie des événements. Oui, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans la décomposition. Vous savez, la météo, le niveau d'humidité, évidemment, le fait que, vous savez, la période de l'année, la météo peut en fait accélérer la décomposition. Et donc, même s'il y a des moments où cela peut vous aider, il y a beaucoup de facteurs différents qui peuvent influencer cette analyse. Pour être clair, quand on dit que le corps n'était pas intact, cela signifie-t-il qu'il l'était? Mutilé, cela signifie-t-il qu'il a été découpé ou sectionné? Cela donne l'indication qu'il y a eu une altération d'une manière ou d'une autre. Vous savez, moi, quand j'ai entendu ça, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que ils sont pas forcément allés directement à l'idée que le corps avait été mutilé, mais aussi j'ai été sur des scènes de crime où des niveaux avancés de décomposition peuvent aussi entraîner la désagrégation du corps. C'est aussi une théorie qui pourrait jouer un rôle. Parler de l'identification de cette victime. Je l'ai mentionné plus tôt. Pour moi, le tatouage et les bijoux sont très, très importants. Que font les enquêteurs avec cela pour essayer de découvrir qui est cette personne? Je veux dire, évidemment, c'est signalé, donc peut-être que quelqu'un qui connaît une personne ayant ce genre de tatouage associé à ses bijoux se manifestera. Mais au-delà de ça, que font les enquêteurs? À ce stade, les médias seront vos meilleurs alliés pour identifier la victime. Je pense que le tatouage est très distinctif. Donc, bon, si des gens connaissent Nash, quelqu'un qui a un tatouage comme ça, ben, ça va se remarquer. Et espérons-le, ils prendront contact avec le département de police de Los Angeles. Aussi, je pense que du point de vue d'un détective, pendant que vous attendez que les médias fassent éventuellement un lien, vous parcourez simplement vos bases de données à la recherche de rapports de police ou de tout document qui pourrait mentionner quelqu'un avec ce genre de tatouage. Je veux dire, vous ignorez même si cette personne s'est fait tatouer à Los Angeles, mais allez-vous dans des salons demander avez-vous déjà fait ce tatouage? Aussi les bijoux, je ne sais pas où ils ont été achetés. Je veux dire, est-ce qu'ils vont chez les fournisseurs pour savoir où cette personne aurait pu les acheter? Je veux dire, cela peut sembler être une tâche décourageante, voire impossible, parce qu'on ne sait tout simplement pas. À ce stade, on n'écarte aucune possibilité. Et je pense que la priorité pour ces enquêteurs, c'est d'identifier cette jeune femme ou de pouvoir déterminer qui elle est. Et une fois que vous pouvez déterminer qui elle est, alors vous pouvez essayer de savoir où elle était et avec qui elle était censée être. Je pense que cela offrira bien plus de possibilités à vos enquêteurs. Les empreintes digitales ou l'acide désoxyribonucléique servent-ils à identifier une victime décomposée? Oui, ils jouent un rôle. À ce stade de l'enquête, je pense que cela dépend simplement du niveau de décomposition.
Il faut bien noter que les empreintes digitales ils peuvent aussi disparaître. Donc, ils accordent aussi beaucoup d'importance au fait que s'il y a un niveau élevé de décomposition, ils se concentreront sur les dossiers dentaires. Non, avec un peu de chance, il y aura quelque chose sur lequel ils pourront s'appuyer. Si les mains sont décomposées, les dents devraient être intactes. Et avec un peu de chance, cela les aidera à aller dans la bonne direction. Cela ne vous dit-il pas aussi quelque chose, si ce rapport est vrai, que porter ses vêtements, porter ses bijoux, avoir cet identifiant au doigt, que, et je déteste dire ça, mais un tueur professionnel n'aurait pas laissé ses marques d'identification et encore moins probablement laissé un cadavre dans une voiture pour qu'on le trouve. Mais cela ne vous dit-il pas quelque chose sur la personne qui aurait pu faire cela? Comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses si quelqu'un avait eu le temps de réfléchir aux circonstances et de mieux planifier, si c'était le cas ici, il n'aurait pas commis ces erreurs. Vous savez, laisser une voiture abandonnée dans la rue, surtout dans une zone très peuplée avec des zones de remorquage, cette voiture va forcément être découverte au bout d'un certain temps. Et aussi, avec des gens qui promènent leurs chiens ou qui sortent faire de l'exercice, vous savez, l'odeur va révéler qu'il y a un corps caché à l'intérieur de ce véhicule. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de précipitation et de jugement hâtif dans la prise de décision concernant cette situation. Et sans vouloir jouer la carte de la théorie du complot, il y a toujours une possibilité ici, n'est-ce pas, que peut-être la personne qui a fait ça, justement, voulait que le corps soit retrouvé. Si David n'a rien à voir avec ça, il y a toujours la possibilité que le corps ait été placé dans sa voiture. Il ignorait qui conduisait. Quelqu'un avait accès à la voiture. Je me demande s'il coopère avec la police sur ces questions. Non? Qui avait accès à la voiture? Connaissez-vous quelqu'un qui l'a conduite? Y a-t-il une situation où quelqu'un aurait voulu attirer le soupçon sur lui? Je ne fais pas de théorie du complot, mais encore une fois, j'essaye de tout équilibrer. Vous savez, il coopère. Il est toujours en tournée. Il ne croit peut-être pas qu'il soit impliqué. Ça donne l'impression que quelqu'un d'autre essayait potentiellement de le piéger ou de jeter le soupçon sur lui. Est-ce que je réfléchis dans la bonne direction? À 100%. Je pense que ce qui fait le succès d'une enquête et d'un enquêteur, c'est de ne rien écarter tant qu'on n'a pas pu l'exclure. Donc, ils ont clairement beaucoup à faire en examinant chaque possibilité dans cette affaire. Je pense aussi que si j'étais David ou son porte-parole, je voudrais coopérer au maximum avec la police parce que la dernière chose que je voudrais, c'est qu'il soit touché socialement et commence à perdre des fans à cause de soupçons non fondés. Sur le plan juridique, j'ai déjà vu des affaires où des corps étaient retrouvés. Et si les corps sont dans un tel état de décomposition ou s'ils sont sectionnés d'une certaine manière, il peut être difficile de déterminer la cause ou la manière du décès. Et il se peut que quelqu'un soit accusé de falsification de preuves ou de dissimulation de cadavres, mais qu'il ne soit pas forcément accusé de meurtre. Il pourrait y avoir d'autres circonstances qui viendraient l'appuyer. Mais si vous n'avez pas ces réponses, grâce au corps lui-même, il se peut que quelqu'un ait fait une overdose. Il se peut que quelqu'un ait glissé et soit tombé. Il peut y avoir plusieurs scénarios différents. Quelqu'un panique et agit sur le corps. On ne sait pas, c'est de la légitime défense. Donc, si le corps est tellement décomposé, cela pourrait poser problème pour d'éventuelles poursuites. Non? Oui, je pense que cela présente certainement des défis parce que vous n'avez pas les tests facilement disponibles qui sont normalement effectués lorsqu'il s'agit d'une scène ou d'une victime récente. Je trouve également votre remarque sur la surdose très intéressante. J'ai travaillé sur plusieurs scènes de surdose où tout le monde faisait la fête la nuit. Les gens vont se coucher, s'endorment un peu. Et quand ils se réveillent, quelqu'un est décédé. Et donc, la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est appeler la police et dire, hey, vous savez, on a consommé de la drogue. Un processus de nettoyage est en cours. Et donc, cela aussi, je pense, pourrait être une situation très plausible ici, tout dépendant des informations qui sortiront. Oui, pour être clair, je spécule, je ne sais pas. J'examine simplement différents scénarios pendant que nous essayons de comprendre cela en temps réel. Pensez-vous qu'ils enquêtent sur David? Est-ce qu'ils le suivent? Évidemment, s'ils veulent surveiller les communications, j'imagine qu'ils auraient eu besoin d'un mandat, mais pensez-vous qu'ils le surveillent de très près sans qu'ils le sachent? Je pense qu'à ce stade, évidemment, le fait que cela soit arrivé, qu'un corps ait été retrouvé à l'intérieur de son véhicule.
Je ne pense pas qu'il y ait le moindre secret pour lui à ce stade sur le fait que la police l'enquête d'une certaine manière. Et je pense que la façon dont il peut montrer son absence d'implication, c'est simplement en coopérant pleinement avec les forces de l'ordre, ce qui semble être le cas à un certain niveau. Mais je pense qu'à ce stade, la principale préoccupation des enquêteurs est simplement d'identifier la victime. Vous devez vous baser sur les faits. Où était la victime, ce qu'elle faisait et qui l'accompagnait en dernier. Et je pense que cela vous évitera de vous perdre dans trop de fausses pistes. C'est une affaire vraiment, vraiment bouleversante. Et elle évolue très rapidement. Alors, espérons qu'ils parviennent à identifier la victime. Espérons avoir des réponses. Nous suivrons cela de près. Merci, inspecteur Eric Barnes, pour votre temps. C'était un plaisir. Merci, Jesse. Très bien, tout le monde, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou X. On se retrouve la prochaine fois.